Aujourd'hui, on parle d'automatisation, un sujet qui est assez, pas que d'automatisation, hein, on va aller un petit peu plus creux que ça, mais un sujet qui est non seulement à la mode en 2025 et ça depuis plusieurs années, mais c'est pas juste un gain de temps, turns out. C'est un choix qui peut être stratégique, ça peut être même mental, éthique aussi quand ta business est déjà lancée. Puis la vraie question que je veux qu'on se pose aujourd'hui avec mon invité, c'est pas qu'est-ce que je peux automatiser, quoi que je risque de la poser quand même, c'est qu'est-ce que je veux protéger de moi, de ma charge mentale, de mes cycles d'épuisement, parce que on va en parler, c'est ça la réalité d'être un entrepreneur aussi. Puis dans l'objectif de mieux créer, de mieux penser, de mieux vivre aussi, tu sais. Euh, Claire Rivière aujourd'hui est mon invitée parfaite pour cette réflexion-là. Elle a bâti une business entièrement sur le sujet de l'automatisation, puis s'en virer comme un robot aussi. Fait que je pense qu'on a best of both worlds ici. Claire, comment ça va? Bah écoute, ça va. Merci beaucoup pour l'accueil. Ça me fait vraiment trop plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Ça me Première fait fois super. ensemble. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ça me fait tellement plaisir parce que, fun fact, en fait, les gens ne le savent pas, mais Claire, je l'ai invitée plusieurs fois dans le catching et ça n'a jamais fonctionné. Fait que j'étais comme, bon, ben, Non, on va mais commencer par quelque chose de simple. c'est ça. À chaque fois, en fait, tu me prévenais, enfin, normal, hein, mais au moment où moi, je faisais mes grosses séries de 30 vidéos l'été, là, Oui, oui. tu vois. Et donc, du coup, bah, je répondais en retard parce que j'étais trop dans le rush sur cette période. Et à chaque fois, c'était trop tard. Bref, on trouvait jamais le bon moment. Voilà. Oh, qu'est-ce que tu veux? Ben, écoute, on est des entrepreneurs busy, Oui, c'est busy. ça. Si on automatise plus, peut-être qu'on va se retrouver quelque part. Ouais, Écoute, c'est ça. dans tous les cas, je voulais commencer, bien évidemment, par ton parcours qui est complexe, qui est riche aussi, parce que tu as un background d'ingénieur, Ouais, entre autres, et c'est dans la ça. science aussi. Bon, avant toute chose, tu t'es lancé Ouais. vraiment dans tout ce sujet-là de no-code, d'automatisation, vraiment avant que ce soit sexy, tant qu'à moi. Euh, est-ce que tu te souviens du moment où est-ce que tu as eu ce déclic-là, genre ça, c'est ce que je veux faire dans le futur? Ouais, je m'en souviens très bien. Alors, du coup, pour donner un peu de contexte, moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 5 ans. Bah, en fait, je me suis lancée 2 semaines avant la crise du Covid. J'ai toujours OK! le sens du timing. Oui, mais en même temps, c'était pas un pas pire moment pour faire de la formation puis enseigner aux Bah, gens. je Donc, je faisais me pas de dis que. formation. Formation, Oui, ça fait que OK. 2 ans, tu vois? Donc en fait, en OK. plus, j'ai fait tout en décalé comme il faut pas, mais c'est pas grave. Non, je me lance en freelance et à ce moment-là, du coup, bah, comme tu dis, j'ai un passé d'ingénieure développeuse et je me dis, bah, je vais réussir à vendre mes compétences en freelance. Je voyais beaucoup, enfin, ça commençait à être un peu connu en France que quand tu étais développeur, tu pouvais être freelance. Mais c'était pas la hype du freelancing, hein. Il y a 5 ans, on n'en parlait pas autant. Oui. Donc, je me lance et en fait, je décroche ma première mission. Et en fait, c'est durant cette première mission où je travaille pour la première fois avec des équipes où il n'y a pas d'ingénieurs, où il n'y a pas de personnes qui font de la tech, où je suis la seule à avoir cette vision technique. Et en fait, là, je vois toutes les choses que les gens font, mais qui justement sont horribles à faire pour des humains, genre copier-coller des adresses mail d'un Google Sheet à un autre Oui. Google Sheet. Et je suis là genre, mais c'est chiant, non? Et il me dit, ah ouais, de ouf. Et je dis, mais en plus, il risque d'y avoir plein d'erreurs là. Il me dit, ah ouais, t'imagines même pas. Et j'étais là, mais pourquoi Ben, c'est une tu excellente question qu'on fais doit tous se poser en tout temps, là. Oui. Oui. Et en fait, le no-code, pareil, n'était pas trop connu à l'époque. Donc en fait, j'ai pas tapé no-code. J'ai cherché outils, automatisation, sans code ou genre pour les nuls, tu vois. Parce que moi, je savais le faire avec des scripts de code, mais je pouvais pas faire ça parce que il y avait pas de développeurs dans cette boîte. C'était pas pour ça que j'avais été recrutée. Et donc, bah, je me disais, il faut que je trouve un outil. Et pour la première fois, du coup, je tombe sur un outil qui s'appelle Zapier. C'était Oui. vraiment, ouais, un des premiers en vrai à Mhm. faire un des premiers outils no-code qu'on connaît encore aujourd'hui. Et donc, je leur dis, oh, regardez, j'ai trouvé ça, c'est pas mal, je pense que tout le monde peut y arriver. Je leur montre et ils sont en mode, ah ouais, on capte et tout, trop bien. Et donc, je commence à aider. Donc, c'était une équipe d'ingénieurs pédagogiques parce que déjà passionnée de formation, en fait, je bossais pour une équipe d'ingénieurs pédagogiques. Et en fait, on commence à automatiser des petites choses et tout. Enfin, et du coup, ils sont trop contents, on gagne en productivité. En plus, Covid. Donc en fait, il y a dans beaucoup d'entreprises, ça a été très compliqué à ce moment-là. Parce Mhm. que comme tout le monde était à distance, bah, il fallait digitaliser les activités et même des Rapide. boîtes tech ne étaient pas prêts. Donc le no-code permet aussi de faire ça, de digitaliser l'activité
Et, et donc, du coup, à ce moment-là, je me dis, OK, il y a un vrai truc à faire. J'en parle avec le responsable de ma mission, qui est le directeur de cette boîte où on est 20-30. Et il me dit, franchement, moi, je te fais confiance, go. Et j'ai fait chacune des équipes. Donc, j'ai commencé par l'équipe d'ingénieur pédagogique. Après, j'ai fait l'équipe sales. Après, j'ai fait l'équipe marketing. Et en fait, du coup, c'était ma première expérience dans une boîte à taille humaine où je collaborais avec des équipes non tech. Et à la fin, j'avais tout automatisé. Enfin, je fais un gros raccourci, tu vois. Mais en gros, j'avais refait tout leur CRM pour qu'il soit bien propre et tout. Enfin, vraiment, Oh mon Dieu, j'avais c'est fait... tellement satisfaisant. Mais oui, j'avais genre fait du nettoyage dans une boîte. Enfin, c'était... Il n'y avait pas de terme pour ça. Et même lui m'avait dit, franchement, je sais pas quel métier tu vas développer avec ça, parce que je lui ai dit, je veux faire ça. Il me dit, bah, je sais même pas comment tu peux le vendre, parce que personne ne cherche ça, tu vois. Moi, il m'avait pas appris pour ça. C'est que à l'époque, je me lance, mon TGM, il est ultra bas. Il me dit, bon, tente, et puis si ça marche pas, on Oui. arrête, quoi. Mais j'avais été pris aussi pour YouTube, parce que j'avais déjà une chaîne YouTube, donc il voulait que je fasse des vidéos YouTube sur l'éducation. Bref, j'avais déjà des briques, et donc il me prenait pour ces briques en sachant que j'avais un potentiel pour faire plus. Et moi, du coup, je voyais ce qui se passait, je me disais, je veux faire ça, ça, ça. Et en gros, j'ai fait 6 mois de mission, mais toutes les semaines, je changeais de travail, quoi. C'était trop bien. Oui. Et c'était la première fois que je voyais vraiment tout ce qu'on pouvait faire dans une boîte. Parce que moi, j'avais jamais bossé dans une boîte aussi petite, et donc j'ai jamais eu la chance de tester toutes les boîtes. Et donc, c'est vraiment cette expérience où après, je suis sortie de là, je me suis dit, OK, maintenant, je veux tout le temps faire ça. Genre, aider les équipes non-tech à voir ce qu'on peut faire, du coup, avec des outils no-code, qui n'avaient pas encore le terme de no-code sur la tête, mais c'est ça, quoi. Et puis, bah, décharger leur cerveau, parce qu'en fait, on était aussi donc sur une boîte qui subit le Covid, qui n'est pas digitalisée, qui subit du coup une forte pression parce qu'en plus leurs clients, eux non plus, ne l'étaient pas, donc ils attendaient de l'aide de leur part. Mm. Enfin bref, c'était très très lourd à gérer. Et en fait, ben, on est sorti du Covid, ça allait beaucoup mieux, les gens soufflaient. Enfin, je nous revois. On a bu un verre toute l'équipe ensemble juste avant que je parte, tu vois, en mode putain, on l'a fait. Et ça, c'était trop bien. Ben, c'est Ouais. clair. Je veux dire, c'est un Ouais. travail monstre quand même, surtout dans un moment où les gens ont un besoin qui est tellement urgent. Puis c'est pas juste une entreprise qui vit une situation spécifique, Ouais. c'est des milliers, des centaines de Ouais. milliers d'entreprises qui le vivent. Puis évidemment, ben, tu peux pas être partout, mais de relever cette tâche-là qui est assez monumentale, on va le dire, je pense que ça méritait le cheers qui allait avec 100%. Mais à part ton background d'ingénierie, Ouais. j'ai trouvé sur Ouais. Internet qu'il y avait un autre background en avant, en arrière en sciences. Est-ce que c'était en physique, ça se peut-tu? C'est ça. En fait, alors, moi, j'étais quelqu'un de très scolaire. Oui. Donc, C'est ce que j'aurais dit. ouais, c'est vrai. Et donc, en gros, je m'étais dit, quand j'avais 18-19 ans, si j'ai tous les diplômes qu'il faut, je vais kiffer mon métier. Obligé, tu vois. Genre, raccourci énorme, spoiler, c'est pas vrai. Mais donc, du coup, quand je faisais mon école d'ingénieur, on m'a proposé de faire d'autres diplômes, ce qui fait que j'ai passé 3 masters en parallèle. Donc, j'ai mon master d'ingénieur, Je peux j'ai un comprendre master... pourquoi c'est Oui, important oui, pour toi, la santé mentale, maintenant. ouais, c'est ça, genre j'avais cours pendant la journée pour mon diplôme d'ingénieur, le soir pour mon master du coup en physique théorique, physique quantique, et le week-end, le samedi, j'avais cours à l'IAE, j'ai fait un master d'administration des entreprises. Voilà. Ben Et écoute, je pense que c'était ça chaud. mène où est-ce que t'es aussi, le mine de rien, là, quand tu regardes toutes les parties. En même temps, je sais pas comment la physique quantique t'aide aujourd'hui, mais à la Ah, limite, c'est ma c'était prochaine question. passionnant. Ben, écoute, je suis convaincue. Mais est-ce que tu penses que tout ça, tous ces différents parcours, en fait, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que tu Ouais. considères que tu es quelqu'un de multipassionné? Et deuxièmement, est-ce que Ouais. tu penses que tout ça, ça t'a donné un edge sur ta manière d'aborder les outils aujourd'hui, de résoudre les Mm. bugs, de penser les optimisations, d'optimiser les business au grand complet, finalement? Alors, je sais pas, multipassionné, je sais pas s'il y a une vraie définition derrière ça, mais c'est clair que, en fait, quand je prends un sujet, j'ai du mal à pas le faire à fond, tu vois. Genre, Je je suis comprends. pareil dans tous les domaines de ma vie. En musique, tu vois, j'ai fait 15 ans de violon. OK! Quand j'ai commencé, j'ai fini, tu vois ce que je veux dire. Oui. Pareil Oui. pour le sport, j'ai fait beaucoup de sport, pareil en compète. Je j'ai jamais fait, j'ai du mal à faire un truc et à me dire, bah c'est juste, enfin je sais pas comment dire. Tu vois, en ce moment j'ai un peu arrêté le sport,
bah, je me dis: «À quoi ça sert?» alors qu'en vrai, pour la santé, ça servirait de faire, 3 fois par semaine du volley si c'est pas, pour, monter, en régional, national et reprendre la compète le week-end, tu vois? Je comprends, c'est Et tout ou du rien, coup là. ouais, voilà, exactement. Alors avec l'âge, je me calme un peu, mais j'ai toujours été comme ça. Et donc, bah, du coup, bah, ça a fait que, en effet, je me suis intéressée à plein de sujets. Hem, Aussi, il y avait ce truc de curiosité où à chaque fois, du coup, que je poussais une porte, je me disais: «Oh, mais encore ça, c'est encore passionnant. Bah, continuons, c'est pas très grave, on sait pas où ça nous mène, mais on y va». Oui. Et en fait, un des sites sur lequel, à l'époque, j'ai appris énormément de choses parce que, curiosité à fond, c'était, Open Classroom, qui est pour OK. moi, un des ancêtres de la formation en ligne, enfin, dans le sens positif, tu vois? C'était un des pionniers plutôt, c'est un meilleur Oui, terme. oui. Un des pionniers de la formation en ligne. Et dès ma première expérience pro, tu vois, j'avais postulé chez eux pour les rejoindre, j'avais été prise, mais parce que j'étais en mode, ouais, donc en 2017, j'étais en mode, je veux un jour faire de la formation parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que moi, j'adore apprendre et transmettre. Mais Oui. j'avais pas le diplôme pour ça. Et donc, j'avais suivi Oui. leur cursus en ligne d'ingénierie pédagogique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ingénieure pédagogique en freelance. C'était trop bizarre. En fait, j'ai trouvé cette boîte qui faisait exactement ce que je voulais faire en première expérience en freelance. Je leur ai dit, écoutez, je suis développeuse, mais je veux bosser en tant qu'ingénieure pédagogique. J'ai suivi le parcours d'Open Classroom. J'ai re-rédigé une partie. En gros, j'avais fait des contenus pour eux gratuitement pour leur montrer mon niveau. Et du coup, là-dessus, ils m'ont pris, tu vois. Mais j'ai galéré. Genre, à chaque fois, je raconte cette histoire parce que, genre, j'ai été refusée. Je pensais qu'on trouvait des missions freelance sur Welcome to the Jungle. Genre, en mode, je postulais, en fait. Et du coup, c'était trop drôle. Du coup, j'ai postulé genre 3, 4 fois et à chaque fois, elle me refusait. Donc, première fois, elle me fait passer l'entretien et tout. Et du coup, elle capte qu'en fait, j'ai pas du tout de diplôme en ingénierie pédagogique à part ma formation de quelques mois sur Open Classroom. Donc, elle me dit, bah non, ça va pas être possible. Je repostule en me disant, elle a laissé l'offre ouverte. Elle me rejette. Genre, Pas encore elle! j'insiste. Ouais, c'est ça, j'insiste. Et j'ai fini par écrire au responsable de la boîte, au CEO, sur Facebook. Et c'est comme ça qu'il m'a pris. Parce qu'il m'a dit, OK, là, je vois la détermination, on se voit demain. Et voilà. Mais écoute, il y a quelque chose de sexy quand même d'avoir quelqu'un qui est autant déterminé J'étais à vouloir suggérée au travailler bout. chez vous. Je suis Voilà, genre, c'est ça. tu te sens désiré, là, tu sais, Il c'est faisait, c'est voilà, il faisait exactement ce que je voulais faire. Alors à l'époque, du coup, j'avais une vraie passion pour ce sujet, c'était l'orientation scolaire. J'avais la sensation d'avoir été très mal orientée moi-même. La preuve, 3 masters et finalement toujours perdue. mmh Et donc, du coup, bah, je me disais, je veux raconter comment ça se passe le milieu d'une entreprise pour montrer aux jeunes ce que c'est, pour qu'ils aient plus de clés pour trouver leur voie. Parce que pour moi, c'était vraiment le problème en France. Il y avait un gros décalage entre les études qu'on nous fait faire et ce qui se passe pour de vrai dans l'entreprise, en fait. Les deux se retrouvent pas, jamais. T'as genre, d'un coup, tu sautes dans le grand bain et tu sais pas ce qui t'arrive, quoi. Donc, je voulais raconter. Absolument. J'ai fait des stages à Ouais. l'université où, tu as l'impression tu es convaincu que tu es bien formé, ça fait plusieurs sessions que tu fais déjà. Puis là, à mon premier stage, je me fais demander par ma superviseure, disons, whatever, de stage, elle me dit: «Mais tu pas appris ça à l'école? Mais qu'est-ce que vous apprenez à l'école?» Je suis Ouais. comme: «Ben, je sais pas pourquoi j'ai pas appris ça», mais en même temps, c'est parce que les parcours universitaires aussi, c'est tellement lourd de créer un cours de façon justifiée. On veut qu'il y ait des révisions par les pairs, on veut que ça soit du contenu qui est de qualité et tout, mais dans l'univers du web, de la tech, de la com, du Ouais. marketing, je veux dire, c'est toujours trop tard. Il y a des Ouais, trucs de ouais. base, tu sais, mais en Non, termes mais de, tu sais, j'ai totalement. pas appris Facebook à la fin de mon bac, puis j'ai Non, fini mais en 2012. t'as totalement raison. Bah, moi aussi, mon bac 2012. Ben oui, mais après ça, t'es rendu dans les mille et un masters, fait que j'étais comme, bon, moi j'ai arrêté là, j'étais comme, je suis capable. Puis après ça, je me suis lancée directement dans la business en ligne, je te dirais. Mais écoute, il y a eu, on regarde ton parcours de l'extérieur, on a l'impression que tu es une fille très structurée pour être capable de faire tout Mm. qu'est-ce que tu fais encore, qu'est-ce que tu as fait. Dans les coulisses, c'est quoi le chaos que tu as dû automatiser en premier pour survivre à ta propre ambition ou à tes propres passions, disons? Ouais. Alors, déjà, quand les gens voient mon espace Notion, ils se disent waouh, c'est genre vraiment organisé. Genre, ils voient, ils sont en mode ok, c'est pas que sur le papier, on arrive dans une machine qui est bien huilée, tu vois. Oui. Néanmoins,
je leur répète tout le temps, en fait, ça s'est pas construit en 2 jours, quoi. En fait, ça a commencé, c'était tout, tout, tout petit et ça a grossi très progressivement et ça continue, en fait. Et si aujourd'hui, bah, quand les gens arrivent sur mon Notion, ils ont l'impression que c'est une énorme machine, c'est trop stylé parce que du coup, tout est automatisé. Genre, nous, nos lancements sont automatisés. Genre, on clique sur un bouton, ça nous fait toutes les tâches. Ouais. Ah, OK, tu veux dire La l'organisation, la gestion des structure. tâches, Ouais, puis la ouais, ouais. structure. Oui, OK, got it. J'étais comme, attends, peux-tu là, va falloir que tu me dises c'est quoi ton secret pour un lancement 100% automatisé? Non, Moi, je mais vais pas aller de prendre à la 100%, tu vois, place. mais en Oui. fait, ouais, on va dire qu'on a automatisé 50%. Ce qui est quand même pas pire Voilà, pour ce les qui est choses qu'on peut. énorme. Oui. Au Oui. début, c'était 10% et en fait, à force, on fait toujours le même type de lancement et donc en fait, on s'est rodé, on sait ce qui marche, donc en fait, on capitalise dessus. Et puis avec l'arrivée de l'IA, on a pu rajouter de l'IA à nos automatisations, donc elle nous pré-rédige les pages de vente basées sur l'analyse des précédentes. Donc en fait, de fil en aiguille, on a fait une Oui. machine où aujourd'hui, on fait un lancement toutes les 2 semaines qui nous prend 4 heures, tu vois. Wait, wait. Bah ouais, tu Quand vois. tu dis un lancement toutes les 2 semaines, Ouais. qu'est-ce que tu veux dire? Une Alors, promotion? ouais, c'est-à-dire qu'on fait en ce OK. moment là, depuis janvier, on a changé un peu de type de produit, enfin pour compléter plutôt l'offre Claire No Code, et on fait des workshops. Parce que moi, ce qui a toujours le mieux marché en formation en ligne, c'est la partie bootcamp. C'est les gens Mhm. qui viennent apprendre avec moi. Je sais que dans certains podcasts, c'est controversé en mode tout le monde n'a pas envie de se retrouver en bootcamp avec des gens à une heure précise et tout. Je comprends. En fait, je comprends. Et en même temps, moi, je pense que je partage des compétences qui sont quand même très techniques, justement, où il y a des barrières mentales assez fortes, notamment pour les femmes, où quand elles se retrouvent face à un écran toutes seules, elles ont juste peur de cliquer et elles ont vraiment besoin, pas toutes, hein, mais elles ont besoin de quelqu'un qui va les rassurer et dire, mais en fait, il va se passer quoi au pire si tu cliques? Bah, au pire, ça rate, tu verras que ça a raté, on recommence. Et en fait, il y a cette dimension accompagnement qui, je trouve, est plus difficile à faire avec du contenu 100% en ligne. Et donc, je voulais proposer l'expérience bootcamp, moi en live avec des petits groupes, Mhm. euh, toutes les 2 semaines sous forme de workshop à thème. Et donc, j'ai dit, moi, je OK. veux qu'on fasse un workshop de 2 heures toutes les 2 semaines. Et donc, du coup, c'est séquence email, page de vente, etc. Tu as tout le process toutes les 2 semaines. Mais du coup, c'est plus de travail en marketing pour un plus petit produit. Mais comme il est automatisé, bah, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Voilà. Est-ce que tu alternes, là, on s'en va vraiment ailleurs de où est-ce que je m'en allais, je prévoyais, mais est-ce que tu alternes les workshops, c'est tout le temps les mêmes ou est-ce qu'il faut que tu Non, crées quelque chose à chaque fois? je le crée à chaque fois, mais il faut savoir que moi, je fais... Attends, tu crées Enfin, genre 24 workshops par année? bah du coup, c'est ça, ouais. Mais attends, je le fais Ouh! déjà en fait pour du B2B, parce que ça, c'est la partie formation de mon business. La partie formation, moi, je pense que je suis pas la meilleure en marketing. C'est pas celle Hmm, qui me permet de dégager de la marge. Donc, celle qui me permet vraiment de faire du chiffre d'affaires, c'est la partie B2B. Et le fait que les personnes que j'ai formées, après, je les recrute et je les place chez des clients. Donc, c'est vraiment OK. ça qui me fait faire de la marge, moi. Et OK. en fait, toute la partie formation des clients, parce que c'est hyper important sur nos sujets de former nos clients pour les rendre autonomes, eh Mhm. bien, c'est moi qui la prends en charge. Si je délègue la partie exécution, la partie formation, c'est toujours moi. Donc, en fait, des formations pour des clients, j'en fais déjà, j'étais en formation ce matin, j'en fais déjà plusieurs par semaine où je dois créer du contenu. Et en même temps, je te dis créer du contenu. En vrai, avec le temps, je recycle beaucoup de choses. J'invente jamais la roue. Je veux dire, quand je fais un workshop débutant Notion, comment structurer ton espace, bah, en fait, je sais pas, en 30 minutes, j'ai refait mes slides parce que j'ai recyclé 4 présentations différentes que j'ai remises en forme proprement pour ça, tu vois. Donc, oui, je crée, mais je recycle beaucoup. Voilà. Écoute, je pense que c'est une leçon pour tout le monde de toute façon, là, de Mais oui, recycler, de piger dans qu'est-ce qu'on a déjà fait. Mais bien écoute, sûr. tu parles de délégation finalement, Ouais. ce qui m'amène un peu finalement la suite aussi. C'est quoi en termes d'analyse de qu'est-ce que nous on fait dans nos propres entreprises par rapport à l'automatisation versus délégation? C'est quoi les tâches Ouais. selon toi qu'on délègue mais qui pourraient être automatisées encore aujourd'hui? Ouais. Alors, pour moi, ce sont toutes les tâches que les humains vont pas forcément aimer faire. Mais c'est très subjectif. Et bah, je suis partagée là-dessus parce que OK, vas-y. en fait,
Par exemple, je suis d'accord, il y a des tâches, on va pas forcément aimer les faire, mais on n'a pas le choix. Exemple, genre moi, traiter mes mails, c'est pas ma passion. Et bah pour autant, tu vois, j'ai fait une automatisation qui me permet d'avoir des brouillons de réponse à mes mails. Ce qui fait que je n'ai pas besoin d'avoir une assistante. En fait, j'arrive dans ma boîte mail, j'ai tous les brouillons pré-rédigés et du coup, j'ai plus qu'à les relire, les ajuster, les envoyer. Des tâches qu'on délègue aujourd'hui, et je le vois encore, ça va être des tâches du type, j'ai quelqu'un qui va, je sais pas, euh, faire mes factures, envoyer Mhm. mes devis, relancer un client. Alors, c'est des trucs, enfin, je sais pas, mais pour moi, c'est tellement bateau que c'est évident que ça doit être automatisé, qu'il n'y a aucun Oui. intérêt à ce que ce soit un humain qui le fasse. Et au-delà de ça, ça va être toutes les tâches, en fait, qu'un robot ferait pas mieux qu'un humain. C'est-à-dire, par exemple, si on parle de création de Oui. contenu sur Instagram. Tu vois, moi, j'aime bien, comme toi, le design, genre, vraiment, je passe du temps dessus, etc. Ce qui fait que je saurais automatiser de la génération de posts Instagram avec des templates et du contenu et tout. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que de base, jamais je ne souhaite que mon audience se retrouve face à un contenu venant de moi qui est ce format-là. Je l'ai Je déjà fait comprends. faire à des clients parce que eux voulaient ça, donc soit. Mais moi, perso, j'estime que ce n'est pas de la création de contenu. Je comprends. Mais C'est, après ça, je pense que c'est là aussi où il y a cet aspect de voilà. subjectivité-là, parce qu'il y a des affaires qui peuvent être déléguées, mais qu'on veut garder. Puis ça, je Voilà, pense que c'est la fine line. exactement. Oui. Et du coup, pour la partie post Instagram, je trouve que c'est un très bon exemple. Si vous le déléguez à quelqu'un et que la personne, globalement, elle fait toujours la même chose, elle utilise toujours les mêmes modèles, que c'est Mhm. un fond uni avec un texte et que c'est toujours le même format, bon, bah, dites-vous que ça s'automatise. Vous Mhm. n'avez pas besoin qu'un humain vienne copier-coller le contenu. Est-ce Voilà. qu'à partir du moment où on pense il y a un template, il y a un SOP, on pourrait l'automatiser? Ouais, ça, c'est un bon indicateur. Très clairement. Et pour moi, en fait, Noté. à partir du moment où il y a un process, en fait, c'est-à-dire une méthode de travail qui a fait ses preuves, qu'on a beaucoup testé, éprouvé, et donc que l'équipe a approuvé, bah go, t'analyses tout le process de bout en bout et t'essayes de déterminer tous les endroits où tu pourrais mettre des petites choses pour t'aider, des automatisations, de l'IA, etc. Dans l'idée d'accélérer. Toutes les choses où tu es sûr que ça changera plus. Exemple, pour un lancement, il nous faut toujours une page de vente. Bon, bah, Mhm. je vais analyser mes pages de vente, je vais me faire un assistant rédacteur de pages de vente basé sur les apprentissages de mes anciennes pages de vente. Et à chaque fois que je lance un produit, mon modèle de page de vente est déjà pré-rempli avec une V1. Voilà. Right. Ça se fait. Écoute, mais tu vois, c'est ça, il y a des affaires, comme je te dis, qu'on aime, qu'on veut garder parce que c'est Ouais. nous, mais je pense qu'il y a aussi le revers de la médaille, où est-ce que parfois Ouais. on veut automatiser des choses pour éviter une tâche qui est émotionnellement inconfortable, une Ah, c'est autre vrai. tâche. Euh, Ah, t'as raison. ben oui, absolument. Fait que, tu sais, comme par exemple, se vendre, se rendre visible ou avoir une conversation difficile, ce genre de trucs-là, est-ce que c'est, selon toi, une stratégie valable pour se protéger ou est-ce qu'on devrait d'abord gérer notre peur puis ensuite déléguer ou automatiser avec plus de clarté puis plus de confiance, mettons? Ah, je pense que t'as raison. Il faut d'abord gérer ses peurs. Moi, je dis tout le temps, n'automatisez pas quelque chose qui n'est pas parfait. C'est-à-dire, si vous n'avez pas déjà fait la chose des dizaines de fois et que du coup, vous n'êtes pas capable de juger du résultat que vous allez obtenir avec une IA ou une Hmm. automatisation, ne le déléguez pas parce qu'en fait, ce qui était merdique à petite échelle, vous allez le rendre merdique à très très grande échelle en faisant de l'automatisation. Donc c'est pas une bonne idée. On va pas dans le bon sens, tu Oui, vois. je comprends. Oui, Voilà. absolument. Et puis quand tu montes une automatisation aujourd'hui, Ouais. parce que encore, c'est sûr que ça dépend de, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle justement de Mm. création de texte? Est-ce qu'on parle de récurrent comme une sales page ou est-ce qu'on parle de un processus qui répond au courriel? Même s'il y en a un qui est un texte, c'est pas nécessairement la même structure, mais c'est Ouais. quoi les signaux que tu vas observer pour savoir si ce que tu es en train de construire est vraiment au service de ta vision, I guess, par rapport à l'entreprise, ou est-ce que tu es en train de complexifier juste pour te rassurer des fois Ah que, ouais. que tu keep up ou que tu Mm. optimises ton temps, ce genre de truc-là, tu sais. Bah, tu vois,
déjà, globalement, le nombre d'automatisations que tu as dans ton business peut refléter est-ce que tu es allé trop loin et est-ce que tu as abusé. Je pense Est-ce que trop vraiment. loin et abus, ça existe? Bah, tu vois, surtout sur la partie IA. En fait, aujourd'hui, Oh. c'est facile d'avoir des résultats avec une IA. Moi, j'ai vu plein de gens se lancer d'un coup rédacteur LinkedIn, mais les posts sont tellement pourris que, commence par faire par toi-même et après, du coup, tu pourras poser les bonnes questions à l'IA pour qu'elle soit capable de te rédiger un bon post. Mais dans l'état actuel des choses, ce que tu publies est pas fou. Donc, il vaut mieux pas l'automatiser. Parce que vraiment, j'en ai vu plein faire ça. Hein. Aller jusqu'à la Mhm. publication automatique, moi, ça me fout. Moi, déjà, de base, mon leitmotiv, c'est l'IA ne parle jamais en mon nom sans que j'ai relu. Donc, tout est en Ah mon brouillon Dieu, chez moi. Ah, mais je attends. comprends donc. Attends, il y en a Ben, plein. Ouais. tu- Attends, je pense qu'il y a comme une espèce de bug dans mon cerveau. J'ai pas. Ma compréhension, c'est que personne posait nécessairement Aziz. Quoique c'est pas vrai. Il y a certaines personnes que je pensais qu'ils le faisaient parce qu'on voit Si, souvent, si, tu il sais, y en le a plein fameux qui le font. tiret long, le fameux tiret long que dans les dernières semaines, derniers mois, les gens, ah, c'est genre la Ouais. façon de démasquer Non, l'IA mais souvent. Mais je veux dire, voyons donc que tu fais ça. Mais en même temps, il y en je a pense plein. que c'est aussi un manque de je sais pas quelles questions poser, j'ai pas la formation nécessaire pour être capable de Voilà, en challenger fait, qu'est-ce qu'on vient de me c'est pas faire. formation, c'est que t'as pas les compétences parce que ça peut s'acquérir par l'expérience. T'as pas encore assez poncé le sujet toi-même pour être capable de former l'IA à faire aussi bien que toi, en fait. Hum, hum. Et du coup, bah, fais-le toi-même manuellement. En fait, c'est le même sujet qu'avec l'automatisation avant l'IA. Fais-le toi-même manuellement. Comme ça, tu auras un process qui sera rodé. Tu vas te rendre compte qu'en le faisant 10 fois, tu vas améliorer le process parce qu'en fait, en faisant la première fois le process que tu avais imaginé de base, bah, déjà, tu vas te rendre compte qu'il y a un problème. Donc, tu vas l'améliorer une seconde fois, etc., 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 jusqu'à arriver à quelque chose d'assez stable. Et là, tu peux te dire, j'automatise. Et moi, tu vois, j'ai qu'une vingtaine d'automatisations actives dans mon business. Et ça choque tout le monde en mode, mais attends, t'es la reine de l'automatisation. Comment ça, t'as que 20 automatisations? Mais Ben j'en ai oui, pas mon Dieu, je besoin de pensais pas que tu allais plus. être capable de les compter. Bah, parce qu'elles sont actives sur Make et du coup, tu vois, mais j'en ai une vingtaine, ouais. Donc, Ça me surprend aussi. Je me serais ouais. attendue. Surtout parce que tu mentionnes qu'il y a 50% du Ouais. Notion, qui n'est pas nécessairement 50% de la Alors, business, mais je veux dire, dans ce j'avoue, je triche cas-ci, un peu parce que j'ai des automatisations dans Notion right. qui sont pas dans Make, donc tu pourrais, ouais, doubler. Mais en fait, c'est quand même très peu. Et puis dans Notion, c'est des bébés automatisations, tu vois. C'est le fait que quand tu crées une page d'un certain type, eh bien, ça crée des sous-pages, par exemple. Mais déjà, ça, c'est quelque chose qui fait gagner du temps. Et d'ailleurs, je pense que vraiment, les gens ont tendance à penser que tout de suite, faut se diriger vers des choses très complexes de l'IA, etc. Alors qu'en fait, faut commencer par la base. Genre en mode, Oui. commence par mettre en place tes process de travail, des méthodes de travail. C'est ça ton savoir-faire, c'est ça qui fera que tu seras capable de juste gagner du temps déjà sans aller jusqu'à l'automatisation. J'ai une situation qui est arrivée récemment Ouais. dans ma business où justement une personne avec qui que je travaille essayait de créer une automatisation avec Zapier Ouais. et Airtable, je sais plus quoi, peu importe, mais sans nécessairement comprendre Airtable. Fait que tu te fies sur ChatGPT, puis là, tu poses des questions. Puis tu aurais pu, comment ça s'appelle, le pilot, whatever, sur Zapier, peu importe. Ouais. Dans tous les cas, tu poses des questions à GPT, comment est-ce qu'on fait ça? Mm. Puis c'est une des fonctions assez intéressantes de ça, où avant ça, tu posais une question sur Google, tu avais 25 réponses complètement Mm. différentes, puis tu te dis, non, mais là, GPT va me faire un résumé, il va être capable de me donner quelque chose d'un peu plus nuancé, puis je vais avoir la réponse cette fois-ci. Je vais me fier sur une intelligence artificielle Ouais. pour apprendre comment faire l'affaire. Mais l'affaire, c'est que si, c'est un peu comme la rédaction, si tu sais pas quelles questions poser pour déboguer tes affaires, Mm. au final, tu vas finir par peut-être oublier des étapes parce que, ben, tu savais pas ce que tu savais Non, pas, mais là, tu sais. totalement. Totalement. Et pour les gens qui ont du mal comme ça sur des outils un peu complexes et qui cherchent l'aide de ChatGPT, moi, je recommande de partager des captures d'écran. Parce qu'en fait, souvent, ils savent pas OK. exprimer leurs problèmes. Hmm. Alors qu'en partageant une capture d'écran, bah, c'est tangible. Enfin, pour l'IA, il n'y a plus la barrière de la langue, tu vois. Elle se rend compte de ce qui se passe à l'écran. Exemple sur Excel, des formules. Tout de suite, en fait, si tu mets une capture d'écran de tes colonnes, etc., il comprend ah bah telle donnée dans telle colonne, telle donnée dans telle colonne, je vais m'en sortir.
Voilà, c'est un petit conseil. Moi, je trouve que ça aide beaucoup quand tu as du mal à exprimer ton besoin. Et c'est sûr, hein, si tu poses pas les bonnes questions, de toute façon, tu t'en rends compte parce qu'il tourne en boucle. Donc, s'il tourne en boucle et qu'il n'arrive pas à répondre, c'est que toi, tu n'arrives pas à poser la question. Ah, c'est tellement un bon genre, un bon indicateur d'effectivement de. Mais j'ai l'impression que tout le monde qui écoute, qui était pogné dans ce loop-là, qui était comme ChatGPT, ça vaut rien. On vient d'avoir une solution là. Est-ce que tu Ouais. crois par contre qu'on peut devenir un peu prisonnière de ces automatisations dans le sens où on crée tellement une machine Ouais. qui est structurée, qui est bien huilée, qu'on n'ose plus vraiment sortir de ça ou même improviser. Puis c'est surtout, je vois ça aussi avec toutes les des SOP quelconques éventuellement qu'effectivement tu décides. Puis là, tu te dis, j'ai fait un processus, je veux suivre le processus parce que sinon, pourquoi il y a un processus, tu sais? Le processus est supposé me Ouais, je permettre vois. de, à la limite, optimiser mon temps parce que je connais les étapes, mais du moment où tout est seté up, où tu as travaillé dessus beaucoup d'heures en amont aussi, tu veux plus le laisser aller, tu sais? Alors, déjà, nous, dans l'équipe, on dit tout le temps qu'on met les automatisations au service de notre créativité. Donc, à partir du moment où, en fait, on a envie de sortir du process pour tenter des trucs, on y va, tu vois. Mhm. Récemment, d'ailleurs, parce que ça, on n'est pas très fort en marketing, encore une fois, on s'est chauffé à faire des A/B tests sur les landing pages. On l'avait jamais Mhm. fait. Ça a été intégré au process. Bah, je suis pas sûre qu'on aurait eu le temps de faire des A/B tests sur un lancement qu'on doit faire en 4 heures Oui, oui, oui. si on n'avait pas les automatisations. Donc, je pense que ça, déjà, le fait que tu gagnes du temps sur les choses acquises, qui marchent bien, te permettent de te décharger, d'avoir du temps de cerveau disponible pour penser à d'autres choses que tu pourrais tenter, quoi. Donc ça, c'est C'est un cool. excellent point. Et ensuite, quand on n'a pas envie de suivre le process parce qu'on a envie de faire autrement et de faire un test, bah en fait, on sait couper l'automatisation et faire autrement et ça marche, tu vois. Ça, c'est pas Mhm. un problème non plus. Euh, il y a aussi ce truc où je pense qu'il faut pas être prisonnier dans le sens où c'est parce que tu saurais pas changer tes automatisations. Moi, je pense Changer, genre, les techniquement? modifier. Ouais. OK, Moi, oui, je, oui. moi, je suis convaincue qu'on va arriver à un moment où tu bosses sur un ordi. Faut que tu saches automatiser ton job, en fait. Mhm. Aujourd'hui, c'est pas encore un prérequis, mais il y a 10 ans, 20 ans plutôt, faire une recherche Google, ça l'était pas non plus. Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive dans une boîte et qui sait pas faire une recherche Google, on le regarde de travers un petit peu quand même. Bah, je suis Ah, convaincue oui. que l'automatisation, ça va être pareil. Déjà parce que, déjà, dans les outils, même pas no-code, dans les outils classiques, on en voit de plus en plus des options d'automatisation. Je parlais de Notion tout à l'heure, mais des outils même de CRM intègrent une grosse partie, souvent automatisation maintenant. Je pense à mais même des outils d'emailing, en fait. Vous vous en rendez Mhm. pas compte, mais quand, quand vous ajoutez un tag à une personne, potentiellement ça lance une automatisation. Bon, bah, vous avez créé un déclencheur sans vous en rendre compte. Donc, je pense vraiment que l'automatisation, à partir où on travaillera sur un ordinateur, ça devra devenir un prérequis. Et n'importe qui, en fait, pour faire mieux, devra être capable de mettre en place des process dans son travail, d'analyser ce qui est automatisable, gérer ses propres automatisations et du coup derrière pouvoir faire plus différemment, etc. Et ça, en vrai, c'est pas moi qui le dis, c'était à une conférence Make où j'avais entendu un entrepreneur expliquer que c'était trop drôle. Quand une entreprise américaine, il disait, moi quand je recrute mes employés, première semaine, en fait, ils passent une semaine formation Make. Et j'étais là, genre Mhm. vraiment. Il me dit, ouais, en fait, chacun doit être autonome sur Make pour automatiser ses process. Et aujourd'hui, on est fiers de dire que 80% de nos automatisations sur Make ont été créées par des non-tech, quoi. Et je m'étais dit, ok, c'est ça l'entreprise de demain, j'y crois. J'y crois profondément. Et Make va dans ce sens avec du coup un plan enterprise où en fait tu as vraiment des systèmes d'équipe où en fait tu arrives, si tu es dans l'équipe marketing, bah, tu as genre tes automatisations de base en tant que marketeur, je sais pas, par exemple le suivi de tes campagnes Facebook Ads, c'est setup et tu as juste à genre cocher que tu veux bien utiliser ce template, quoi. Donc, Ben, c'est possible. ben non seulement c'est possible, mais au final, je pense que ça fait justement le travail de décharger la charge Ouais, mentale des humains
qui ont besoin de travailler sur leur zone de génie, ce qui est la créativité, ce qui est créer quelque chose, créer une certaine forme de valeur. Ouais. Parce que quand on fait le processus de créer une nouvelle page ou de créer un nouveau tag, d'appliquer un tag Ouais. dans un nouveau contact sur Kit ou whatever, ça rajoute pas de valeur nulle part vraiment. Là. On Non. s'entend que oui, ça ajoute de l'information, mais ça amène pas nécessairement de la croissance. Donc, Ouais. c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont vues être mais pas d'entreprises, mais de métiers, à la limite, qui se sont vues être semi en péril à cause de l'automatisation, à cause de l'IA aussi. On a vu les gens, un copywriter, pendant longtemps, c'était comme, ben, je vais perdre ma job. Mais au final, je pense que, quand on en parlait tantôt, d'être capable de poser les bonnes questions de qu'est-ce qui fait que ce texte-là est bon. Même encore une fois, si tu poses la question à GPT, c'est quoi les questions que je devrais me poser pour analyser mon texte? Il va pas nécessairement t'expliquer pourquoi. Il va juste te donner une bunch de questions. Il va te donner des questions qui sont pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement de nuances par rapport à ton industrie. Fait que c'est la nuance puis c'est la créativité qui nous reste au final. Ouais, c'est ça. Et puis, Right? tu as un côté perte d'ADN de ta marque si tu utilises ChatGPT sans lui donner assez d'infos. Parce que nous, on le voit sur les landing pages, il a fallu vraiment qu'on lui donne plein d'exemples et qu'on le coache bien pour que les textes nous ressemblent, tu vois. Et c'était pas juste lui dire bon, bah, on s'adresse plutôt à des femmes intéressées par la tech. Non, en fait, il faut qu'on lui dise, nous, on a un discours qui est hyper actionnable, on fait des phrases courtes, on est motivante, on est peps et pas parce que il fait pas le raccourci entre femme et motivation. Je sais pas comment expliquer, mais il va pas faire la logique globale de la suite globale. Il a pas notre expérience non plus. Il sait pas que à force de faire des landing pages, on s'est rendu compte que en ayant des propositions de valeur plus courtes et je sais pas comment dire, qui font, tu vois, qui restent dans la tête, genre ça marche mieux, quoi. Et ça, Oui. il s'en rend pas forcément compte. Et pareil, un truc sur lequel moi je suis nulle, c'est les objets d'email. Genre vraiment les objets pour mes newsletters. Et Et pendant longtemps, ChatGPT! eh En ben, tout cas, continue, finis ton point. alors, justement, nous, on l'a entraîné de ouf. On lui a Oui, donné avec une plein base de données. d'exemples. Voilà, c'est ça. On lui a donné une grosse base de données d'exemples. On lui donne du coup le contenu de notre newsletter. Et en gros, il est capable de nous donner des objets et un pré-header qui se répond parce que nous, on aime bien faire cette suite un peu objet pré-header. Le Ouais, preview voilà, text, c'est ça, super exactement. important. Ouais. Moi, j'adore faire comme une phrase. Enfin, voilà. Moi aussi. Voilà. Et C'est tellement un art de faire les deux ensemble, puis d'avoir voilà. la petite Exactement. curiosité, puis ensuite un petit genre punch. Ah non, Voilà, c'est ça. Et donc ça, tu vois, il y arrive maintenant. Et du ouais. coup, c'est dans Notion, on a un bouton, on clique sur Inspire-moi, on a mis sur ce bouton, et on a des propriétés qui se remplissent avec des exemples, enfin des idées d'objets et de pré-header, ce qui fait que la personne qui rédige les newsletters avec moi, au moment de trouver l'objet et le pré-header, une fois qu'elle a fini de rédiger, elle clique dessus et hop, elle a des propositions. Après, elle est toujours libre de... En fait, souvent, on met même pas ce qu'il a proposé. Juste, ça fait ce que ça écrit, inspire-moi, tu vois. Inspire, ouais. Voilà. Ouais. Et on Non, mais mixe un peu tout effectivement, ça. mais c'est comme tu l'as dit, il faut tellement que tu l'accompagnes dans ce Ouais, processus-là pour être capable d'avoir quelque chose qui te ressemble. Parce que si tu lui fais 100% confiance, ben c'est là où tu te mets un petit peu c'est... dans le trouble. Mais Ouais, totalement. là, tu parles de différentes automatisations avec le bouton Inspire-moi. Je suis comme, c'est tellement cool que ça se trouve là. Tu sais, moi, je suis plus comme une Airtable girly là, pour les databases. Fait que Ouais, bon, en tout cas, je sais que ça fait pas la même chose, mais bon, dans tous les cas. Mais tu sais pas ce que tu sais pas. Surtout avec tout ce ouais, qui est les automatisations, il y a c'est ça. tellement de possibilités. Comment est-ce qu'on fait un audit de ce qu'on délègue, probablement actuellement pour être capable d'automatiser, ou qu'on fait soi-même, qui devrait être automatisé à partir de maintenant, sans mettre en péril aussi la production de nos projets qui ont des processus rodés, qui sont en cours, qui nécessitent Ouais. de l'espace de création, parce que ça prend la place, créer l'automatisation, puis la fine-tuner pour être capable d'avoir les bons objets de courriel, tu sais. Ouais, non, mais je comprends. Bah, tu vois, sur la partie audit, moi, c'est typiquement ce que je fais en mission 1 avec mes clients B2B. Je commence toujours Mhm. par un audit. Et tu vois, pareil, ça, c'est ce que je n'ai pas délégué. C'est toujours moi qui fais les audits. Et bah oui, il y a plusieurs dimensions. Il y a se poser les bonnes questions parce que en effet, il faut savoir du coup. Enfin, moi, j'aime bien poser des questions où j'analyse vraiment pour chaque équipe à quoi ressemble leur semaine type.
Comment ça se passe Mmh. concrètement au quotidien? C'est quoi le premier outil qu'ils ouvrent le matin? Sur quel outil ils communiquent? Où est-ce qu'ils rangent leurs documents? Genre vraiment, je fais un audit complet de tout ce qui se passe techniquement dans leur équipe, quoi. Et je pense que ma force, c'est aussi que ça fait un moment que je fais ça et donc Mmh. des équipes, j'en ai vu passer, plein et donc quand je vois une équipe qui a tel problème, bah, j'arrive à me rappeler: «Ah oui, avec telle équipe, on avait pensé à ça, on avait testé tel outil» et donc du coup, je repense à cet outil, je retourne voir, j'en teste d'autres et du coup, j'ai ce regard où je suis capable de recommander des outils et aussi parfois, de dire, «Bah, là, en fait, on arrive à la limite. Là, il va falloir que tu passes sur du code». Et de dire Oh! quand Ouais. bah ouais, tu vois? Ça arrive aussi, il y a des boîtes, hem, qui ont du mal à se rendre compte de ça. Ce qui fait que même dans certaines boîtes, maintenant, j'ai un rôle de CTO, tu vois? Externalisé, où en fait, j'accompagne les boîtes à analyser, donc pour tout sauf leurs produits, en fait, pour toutes les Mmh. équipes non tech, j'analyse toute leur stack technique, on rationalise tout ça, on simplifie au maximum et on automatise au maximum pour, enfin au maximum dans le sens vraiment dans le max pour leur productivité, sans aller au-delà qui servirait à rien. Et aussi, par exemple, quand est-ce qu'on passe d'un outil no-code à un outil SaaS? Parce que tu vois, tu citais Airtable, c'est un super outil, mais tu vois, aujourd'hui, pour une grosse boîte, je sais pas, avec une équipe sales de plus de 10 personnes, qui aurait un CRM sur Airtable, je crois que j'aurais tendance à dire peut-être que c'est le moment de réfléchir à passer sur un outil SaaS de CRM dans lequel vous aurez des fonctionnalités que là, vous êtes en train de passer un temps fou à redévelopper parce que vos besoins ont grossi et que vous êtes en train de réinventer la roue. Ah, c'est Euh, sûr, j'ai pas ces voilà, besoins-là, là, on s'entend. Je l'utilise comme des databases, tout simplement. voilà. C'est Mais comme moi, j'ai vu des boîtes ouais. comme ça. Voilà. Ben, et je pense que tu es capable d'automatiser des trucs, puis je le fais aussi. En fait, c'est un outil, c'est pas juste une database, c'est aussi quelque chose que Mm. j'utilise dans l'automatisation, par exemple, des formations pour catching, dans le Ouais. sens où à partir du moment où il y a quelqu'un qui clique, il y a une vérification, est-ce que la personne est dans la database, ça va changer le statut, ça rappelle, ça revient en arrière, puis ça dit oui, ok, c'est correct, tu peux l'inscrire. Fait que je suis capable de l'intégrer, Trop c'est pas cool. juste passif, mais je veux dire, c'est pas moi qui l'a bâti, qui l'a pensé. J'ai Ouais. fini par l'apprendre plus tard, mais dans tous les cas, tu sais, je pense qu'il y a moyen de faire ça, mais je pense que, tu sais, dans tu parlais il y a un certain moment où on arrive au code. Je pense que Ouais. pour les gens qui écoutent en ce moment, ils vont faire comme, ouh, j'ai pas ces skills-là, ou j'ai pas l'argent Ouais, pour mais c'est déléguer. dans longtemps. Fait que je me Moi, rendrai jamais jusque-là. je te parle de boîtes qui ont 30, 40 personnes et qui font déjà des millions par an, tu vois. Il n'y a pas Oui. besoin, enfin, à part si vraiment tu es en train de monter une boîte, je sais pas, dans la tech, vraiment, ton produit, du coup, et encore même maintenant, hein, tu as du no-code. Tu peux faire avec du no-code quand même. Mais il y Mhm. a des cas où potentiellement tu aurais besoin d'aller vers du code, mais dans ce cas-là, en fait, tu fais comme avant, tu vas lever des fonds et ça va bien se passer, quoi. Et où, puis là, est-ce que je me pose la question, est-ce que Ouais. là, ChatGPT peut nous aider un petit peu, surtout quand tu n'as pas besoin de créer quelque chose d'extrêmement compliqué, mais tu as Bah, besoin d'un script, tu as besoin de déboguer quelque chose? Bah, en fait, si t'es pas en train de construire quelque chose d'extrêmement compliqué, globalement, c'est qu'il y a un outil no-code aujourd'hui qui le fait. Tu vois? OK. On apprécie la règle. Non, C'est mais bon. c'est vrai. Parce que vu Oui. le nombre d'outils no-code qui existent, quand même, aujourd'hui, on commence à avoir une belle stack technique, quoi. Right, Euh, right. donc, je pense que oui, pour, par exemple, si tu as besoin, je sais pas, d'un petit script, mais en vrai, tu devrais pas avoir ce besoin si tu es sur du no-code. OK. Euh, si tu as déjà une équipe tech, et que potentiellement tu as besoin d'un script pour faire un truc alors qu'ils sont pas là, oui, ChatGPT peut t'aider, mais j'aurais même tendance à dire fais attention parce que dans les faits, si t'es pas capable toi-même de juger la qualité du code, tu risques d'intégrer dans ton produit quelque chose de pas ouf. J'aurais tendance à le pas recommander vraiment et à attendre que quelqu'un de compétent là-dessus puisse y arriver. Déjà juste parce que ChatGPT, tu vas pas être capable de lui expliquer tout l'historique de ton produit. Ça se trouve en fait ce code il avait déjà été ajouté, il a été retiré pour une raison précise et t'es pas capable d'aller le vérifier. Donc, Hmm. non. Pour moi, aujourd'hui, tu peux créer un premier produit en no-code pour te lancer, le MVP, le fameux MVP, si tu veux vraiment développer un produit tech et aller jusqu'à la levée de fonds même pour pouvoir derrière le coder. Et il y a tellement de choses, tu vois, là, je vais travailler bientôt avec un outil no-code de création d'app mobile. Je suis pas Mhm. spécialiste app mobile. Mais grâce à cette collaboration, j'ai appris, et je ne pensais pas que c'était possible,
qu'aujourd'hui, il y a des outils no-code pour faire des apps natives. En gros, qui sont vraiment derrière codés dans les bons langages pour les plateformes. Et ça, tu vois, moi, je connaissais le code des apps mobiles. Je m'étais déjà documentée dessus. Je m'étais déjà chauffée à m'amuser un peu dessus. Mais quand je voyais, du coup, la complexité par rapport au web, où tu dois développer pour iOS, tu dois développer pour Android, c'est pas le même code, c'est pas la même façon de structurer les choses. À chaque fois, tu dois, du coup, choisir entre eux. Est-ce que tu choisis un outil qui fait l'un? Est-ce que tu choisis un outil qui fait l'autre? Est-ce que tu choisis un outil qui fait un peu les deux mais mal? Maintenant, il existe des outils no-code où en fait, toi, tu drag and drop des éléments et à la fin, parce que tu as des gens derrière pour chacun des éléments, ils ont codé le bloc de code pour Android, iOS. Tes apps, elles sont réellement publiées en mode native sur les App Store. Donc, tu peux faire une app en 24 heures. Donc, aujourd'hui, tu peux tout faire. Enfin, vraiment, la limite, tous les jours, elle est repoussée un peu plus loin. La Mais en fait, limite du moment où tu iras je voir du code. oui, mais je me pose la question aussi de si la limite est tout le temps repoussée, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est possible de faire? Mais en fait, ça, c'est mon problème de tous les jours. C'est que moi, c'est mon taf de me renseigner sur ces outils. J'ai tout le temps l'impression d'être en retard alors que je passe ma vie à lire sur ces sujets. Mais Ça... t'imagines-tu les gens qui font pas ça dans la vie? Oui, oui, Je suis c'est ça. genre, je sais pas qu'est-ce que je peux faire dans ma business, tu sais. Ouais. Bah, Ouais. globalement, moi, c'est ce que j'aide les équipes à faire, à imaginer tout ce qu'elles aimeraient dans un monde idéal. Parce que moi, Hmm. je suis capable de leur dire, OK, voilà comment on va faire pour le faire. Mais moi, j'ai toujours envie de dire, franchement, rien n'est impossible. Tout est possible tant que tu peux l'imaginer et le processer, tu vois, le découper en étapes. Je vois pas Hmm. où est la limite, en fait. Tout est Ouais. possible. L'imagination, Voilà, c'est le ça. ciel. Ouais, exactement. Hey, je voulais terminer en parlant de justement toute la partie de santé mentale Ouais. parce que je connais un peu la réponse, mais est-ce que Mhm. tu considères justement que bien automatisé, c'est autant une pratique de santé mentale qu'une stratégie de croissance d'affaires, finalement, de personnel potentiellement? C'est quoi ton point de Ouais, vue là-dessus? ouais, je suis totalement d'accord, du coup, là-dessus. Alors, moi, en termes de santé mentale, on va dire que j'ai pris l'habitude, après 5 ans de freelancing, d'être toujours sous l'eau. C'est pas une super habitude, mais je pense que je suis pas l'entrepreneuse qui prend le plus soin d'elle, tu vois. Mhm. Donc en fait, les automatisations, heureusement qu'elles sont là, oui, c'est sûr, et ça m'aide beaucoup. Mais comme moi, j'ai toujours connu ça, j'ai pas la sensation que c'est le truc qui a été game changer pour ma santé mentale. Par contre, je le vois pour mes clients. Je OK. pense notamment à là où c'est le plus visuel, c'est toutes les professions dans le droit. J'accompagne beaucoup de cabinets d'avocats, de cabinets de notariat, toutes ces professions qui sont finalement très archaïques. Enfin, vraiment, Très on les a. administrative. Ouais, Ça on utilise les des a. fax encore, là. Ouais. Et la tech ne les a pas aidés depuis de nombreuses années, tu vois. Genre, c'est un peu Mhm. les oubliés de la tech. Mm. Mais en Il y même a... temps, j'ai l'impression que c'est par choix aussi. Genre, quand tu veux essayer de rajouter quelque chose, ils sont comme, non, nous autres, on utilise du long papier, genre, puis on utilise juste des fax, puis c'est ça le processus. Ouais, Je suis comme, OK. bah, tu vois, genre, mes clients sont pas comme ça. Ben, tant Sinon, mieux, ils viendraient pas me j'imagine. voir. C'est ça, que j'allais dire. T'imagines-tu la résistance? Non. Ben, ouais. Ouais. Mais je le vois, tu vois, juste un truc enfin qui, moi, me paraît ahurissant, mais que j'ai découvert. Dans ces professions, très souvent, en fait, leur agenda, c'est leur to-do list. C'est-à-dire que, Mhm. globalement, ils subissent les rendez-vous qui sont pris à droite à gauche et du coup, ils font les actions au fur et à mesure. Juste, en fait, mettre en place un petit outil de gestion de projet où ils peuvent lister leurs Mhm. tâches, ça leur Oh mon Dieu, change c'est la la vie. base. Alors, Ouais. ouais, mais ils en ont pas, la plupart. Mhm. Pareil, tu vois, des trucs tout bêtes. Là, je bosse avec des filles qui font de la rédaction d'actes notariaux, je crois que c'est ça le terme. Et Mhm. bref, Mhm. les documents sont très longs, très complexes. Et en fait, on a réfléchi tout le process de comment vous le fabriquez actuellement manuellement. On s'est rendu compte, du coup, qu'en fait, il y avait des blocs qui avaient certaines conditions. Si on est dans tel cas, alors on met tel bloc, sinon on met tel bloc. Et dans chaque bloc, il y avait des variables. Ce qui fait qu'en analysant bien tout ça, on a été capable de créer une solution pour créer le document, en tout cas une V1, prête à être lue, automatisée. Et ça, pour eux, c'est non seulement un gain de temps, mais surtout l'assurance qu'il n'y a pas d'erreur. Parce qu'en fait, ça va Mhm. vite dans ce genre de choses. Moi, elle me disait, c'est ça, alors, gros problème, c'est que pour peu qu'à un endroit, on ait oublié de changer non en
vrai nom du client, bah ça nous stresse et c'est normal parce que le document il fait 100 pages, donc en fait t'es humaine, hein, tu vas passer à côté d'un truc quoi. Et là du coup tout est mis à jour tout seul, donc évidemment que c'est plus agréable pour travailler. Et en fait on est allé jusqu'à réfléchir en amont d'avoir un formulaire dans lequel on rentre toutes les infos relatives justement au dossier, pour ensuite en fait créer toutes les tâches dans Notion pour s'assurer qu'on a bien fait tout ce qu'il fallait avant de rédiger le document. Récupérer telle pièce, récupérer tel document, contacter telle personne, etc. Tout ça te fait juste une checklist grâce à toutes les réponses qu'elles ont mises dans un formulaire. Donc ça les assure de se poser à chaque fois toutes les bonnes questions, de recueillir toutes les infos et d'être sûr que du coup le document colle à toutes les réponses qu'elles ont données. Et ça, en Ouais. termes de décharge mentale, c'est énorme. Parce qu'en fait, elles, quand tu as un client qui les contacte, potentiellement, c'est 500 pièces justificatives qu'elles doivent retrouver, quoi. C'est énorme. Ça Et n'a pas de c'est sens. chiant. Oui, Voilà. non, la lourdeur administrative de ça, les Exactement. hôpitaux, Ouais. moi, mes parents ont travaillé dans des hôpitaux toute leur vie ou dans en tant que pharmacien, puis ce genre, puis Ouais. ils parlaient justement de tout ce qui est la Ouais. lourdeur, puis des systèmes, puis tu sais, bon, on pense au gouvernement aussi, c'est un petit peu la même chose. Moi, je pensais, quand j'ai inscrit mon fils à l'école, puis que les courriels étaient envoyés manuellement chaque année, j'étais comme, pourquoi c'est pas une séquence de courriels? Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? Pourquoi est-ce que c'est là? Ouais. J'essayais d'analyser ça, mais en même temps, c'est des choses qu'il faut que tu saches que ça existe. Puis après ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est willing de faire le travail, de l'implanter, ainsi de suite. Mais effectivement, les côtés positifs, que ce soit pour ta productivité, évidemment, ta croissance d'affaires, mais au niveau personnel, est quand même assez impressionnant. Puis, tu as déjà partagé sur LinkedIn, si je me trompe pas, que tu Ouais. avais enlevé toutes les notifications sur ton cell, Ah ton oui. ordi. Puis c'est pas une automatisation au sens technique, mais est-ce que pour toi, Ouais. c'est une autre façon de designer un peu ton système comme une forme de barrière un peu plus intentionnelle sur qu'est-ce qui rentre dans ton espace mental? Parce que l'automatisation, Ouais, c'est c'est ça vrai. aussi. Alors, c'est vrai que je subis, enfin, j'ai beaucoup de mal à vivre les sollicitations permanentes. Je pense qu'on est Mhm. beaucoup dans ce cas. Moi, vraiment, WhatsApp, c'est ma bête noire. Genre, là, tu vois, après le podcast, j'ai pas hâte que ça se Oui. termine. C'est ma séance rattrapage WhatsApp parce que je suis en retard Oh, de... Lord. Voilà, Oui. ouais. Et en fait, c'est super difficile parce qu'on a tellement de canaux de communication différents aujourd'hui euh, que, enfin, moi vraiment, je me sens mais juste dépassée, tu vois. Genre parfois, en vrai, je suis en pause. Là, j'ai carrément mis le mode avion pour le podcast. Je suis en pause, j'ai envie de juste jouer à Pokémon, tu vois, sur mon téléphone. Pokémon Go? Non, Pokémon l'autre. OK, j'étais comme, oh my God, elle est encore là-dedans, c'est malade. Non, Écoute, j'ai non, non, recommencé à jouer après 2016 plus tard. J'étais comme, je vais aller prendre des marches puis faire éclore des œufs. En tout cas, peu importe. non, non, l'autre Pokémon, le Pokémon où tu as les cartes là, où tu fais des combats. C'est bon. Fair Tu enough. l'as. Et puis, je suis en mode, ça me déprime de voir le 18 à côté du WhatsApp, tu vois. Genre, je suis en Oui. mode, putain, c'est chiant, ça me saoule. Tu vois, parfois, je suis cette meuf qui va juste ouvrir WhatsApp pour qu'il n'y ait plus de notifs et refermer, mais qui aura répondu à rien. Oui. Mais là, après ça, moi, ça me crée de l'anxiété Ouais, supplémentaire ouais, parce que ouais. je le sais qu'il est là quand Moi même, tu aussi. sais. Moi Oui. aussi. Et tu vois, c'est pareil, là, on en parlait avec mon équipe, genre, je lis tous les commentaires YouTube et c'est un des trucs qui me rend le plus heureuse, avoir des commentaires. Mais y Mm. répondre, Mhm. ça, je suis Mhm. pareil, je suis trop nulle. Genre, en fait, Oui. en fait, je sais pourquoi. C'est parce que je sais que si je commence, il y aura pas de fin. Parce qu'il Mhm. y en a tellement que de toute façon, je pourrais pas réussir à tout faire. Donc, on revient au début du podcast où quand je fais un truc, je le fais à fond. Je préfère pas commencer. Je comprends. Oui. C'est catastrophique comme pensée. En vrai, faut pas faire ça, hein. Mais du coup, bah moi, c'est comme ça que je fais. Alors, une astuce qu'on a trouvée, et du coup, Marine qui m'aide sur plein de choses dans mon équipe, notamment la gestion des demandes entrantes, on fait ça. C'est-à-dire que partout sur toutes les autres plateformes, j'ai un template de messages où j'explique que pour préserver ma santé mentale, je l'invite à me contacter par mail à telle adresse. On centralise tout. Et en fait, c'est aussi sur cette adresse qu'on a les brouillons rédigés par IA. Donc, plus Oui. facile à traiter. Et tu vois, c'est un truc bête, mais en plus, sur cette adresse mail, bah, quand je tag mes mails d'une certaine façon, ça va ajouter la personne au CRM. Chose que je ne peux pas faire sur Instagram, quoi. Donc, Mhm. évidemment que c'est plus pratique pour moi que tout arrive sur
unique adresse mail pour tout gérer, en fait. Donc, C'est ça. il y a aussi ça. Mais en tout cas, non, Instagram, je suis pas réactive. WhatsApp, je suis catastrophique. LinkedIn, à un moment, mais j'ai arrêté parce qu'il y en avait trop qui me faisaient la remarque. J'avais carrément bloqué et on pouvait pas me parler. J'avais désactivé l'option messagerie. C'est possible de Oui. faire ça? Oui, je l'ai fait sur Facebook aussi parce que j'étais comme, Ah ouais, premièrement, Facebook, j'utilise je pas l'ouvre ça. même pas. Allez Ouais, pas me voilà. contacter là. Genre, c'est l'enfer. Ouais. Mais tu sais, au niveau de toute l'affaire des notifications, tu sais, l'automatisation, oui, peut nous aider à sauver du temps, mais ça peut rajouter de la charge mentale, surtout quand on parle de notifications. Ouais. Notamment des notifications Slack de vente, par exemple. Fait que là, tu es dans Ah, ton espace, tu essaies de travailler. Mais là, après ça, il y a une question, il y a double chose. Est-ce que tu fermes ouais. tes outils quand tu essaies de travailler? Mais là, tu te crées toi-même, finalement, des pings de dopamine. Est-ce que, selon toi, il y a des trucs, justement, qu'on devrait refuser d'automatiser pour préserver notre charge mentale au lieu d'automatiser Ouais. pour le faire? Je pense que ça dépend vachement du ressenti de chacun, tu vois, ça. Déjà sur Slack, donc nous aussi, on a beaucoup de canaux d'alerte sur Slack. Sur Mhm. Slack, tu peux paramétrer chacun des canaux indépendamment pour activer ou désactiver les notifications. Donc déjà, ça, je dis aux gens dans ma team, genre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, en fait. C'est une alerte. Si vous considérez que vous n'avez pas besoin de la recevoir, vous l'enlevez. Mhm. Typiquement, l'alerte de vente, je sondais il y a pas longtemps, là, tout le monde adore l'alerte de vente. Parce qu'il n'y a aucune tâche associée et c'est juste une info qu'on a fait de la thune. Tout le monde est content, tu vois. Fair enough. Du Oui, coup, tout le monde la laisse, celle-là. En mode, ça fait oui. kiffer. Mais c'est la seule qu'on a laissée et les leads entrants aussi. Pour le coup, avec l'équipe qui les gère, parce que c'est comme ça qu'on se les répartit. Mais c'est tout. Mhm. Donc c'est les deux seuls où on a. Après, nous, on a toutes les stats qui remontent. Mais pareil, en fait, tous les matins, moi, j'ai une notif à 8 heures de mes stats de pub Facebook. En mode, genre, il s'est passé ça, hier par pub. Et donc, du coup, des conseils sur, genre, tu devrais arrêter celle-là, relancer celle-là, etc. Nice. J'ai la même chose sur mon site en termes de SEO. Bon, on est un baby site, mais on essaye de faire les choses bien quand même. Je comprends. Et du coup, bah, c'est le mercredi soir parce que la personne qui s'occupe de ça le fait le mercredi soir. Donc, genre à 16h, en gros, elle a sa notif et elle se pose dessus 2 heures. Elle sait que c'est son créneau pour aller voir les articles, les optimiser, etc. Et voilà, je crois que c'est tout en termes de notifs. On n'en a pas 1000 non plus, tu vois. Oui. C'est... Ben écoute, tant mieux parce qu'au Ouais. final, c'est ça, c'est une espèce d'addiction qu'on veut Et limiter. pas de notifs sur le téléphone. Aucune. Tout est sur ordi Aucune. là-dessus. Ouais. Même Ben, Slack. j'essaie de le faire aussi. Il y en a certains Ouais. qui sont complexes, c'est genre Instagram spécifiquement, mais moi, il n'y a pas l'icône rouge, par exemple. Ah oui. Je veux Moi pas non plus. voir, je veux pas voir le 1, Ouais. le 2, Ouais. peu importe. C'est non, ou dans mon écran, tu sais, moi, des notifications de commentaires, j'ai pas eu ça depuis des années, tu sais, j'en Ouais. veux pas. Puis tout ce qui reste souvent, c'est presque par addiction, parce que tu es habitué, parce que tu t'es pas challengé à le faire, tu sais. Ouais. Écoute, pour terminer, parce que ça fait déjà 57 minutes Oui, qu'on c'est parle, vrai. puis il y a tellement de choses qu'on pourrait aller creuser, mais je vais faire une espèce de petit lightning round avec des questions très terrain. Euh, rapidement. Un outil que tu utilises tous les jours, puis que personne dans ton entourage utilise encore. Ah. Oh, attends, c'est dur comme question. Je Quelque chose que regarde. tu testes, Hmm, que personne n'utilise encore. J'ai l'impression que j'utilise quand même des trucs qui mérite assez, d'être connu, là. Faut qu'on assez sache tes mainstream. secrets. Ah, alors, j'utilise... Alors, j'ai pas envie de leur faire de la pub non plus parce que c'est pas non plus un outil incroyable, mais c'est pas mal, tu vois. C'est depuis janvier, donc ça fait 5 mois que j'utilise, à l'heure à laquelle on OK, organise ce c'est déjà podcast. pas pire, là. Non, j'utilise Timing, qui est donc disponible, il me semble, uniquement sur Mac. Je crois pas qu'ils aient de version Windows. Alors, pourquoi j'utilise Timing? Parce que du coup, comme je fais beaucoup de B2B, je vends beaucoup mon temps. Alors, même si je fais Mhm. beaucoup de missions au forfait, moi, je recalcule toujours ma rentabilité horaire. Et donc, Horaire. auto-horaire, quoi. C'est-à-dire que, Auto-horaire. ouais, Oui, excuse-moi. J'ai pas mis la pause à la ouais, bonne place. C'est c'est bon, ça, oui. exactement. Donc en fait, sur Timing, tu vas le laisser travailler en fond tout seul sur ton ordi. Et à la fin de la semaine, tu vas prendre genre 5 minutes et tu vas rattacher chaque tâche qui t'aura listée parce qu'il va analyser en fait tout ce que tu fais au bon client, au bon projet.
Ce qui fait qu'à la fin de ta semaine, tu sais exactement combien de temps de travail effectif tu as fait et sur quelle tâche. Et en vrai, Hmm. c'est pas mal aussi pour réussir à te rendre compte de qu'est-ce qui te prend du temps et que potentiellement tu pourrais ne plus faire. Tu vois? Donc, est-ce que ça s'applique aussi aux gens qui ne font pas du service, mais qui veulent juste Ah oui, analyser leur, leur OK, gestion du leur temps. workload? Ouais, ouais. Et du coup, moi, tu vois, par exemple, je supprime tout ce qui est non productif pour me rendre compte vraiment de combien de temps j'ai été productif cette journée-là. Parce que en vrai, je sais à quelle heure je commence à me mettre sur l'ordi, je sais à quelle heure je coupe. Mais entre les deux, à tout moment, je lance une vidéo YouTube. En vrai, je le fais quasiment plus, mais ça m'arrivait beaucoup, surtout quand je me suis lancée. J'avais pas encore cette discipline. J'avais du mal à me cadrer. J'avais l'impression que Mhm. regarder un contenu YouTube parce que j'allais en créer moi-même, c'était de la productivité. C'est pas vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est pas vrai. Donc Belle non, en excuse. fait. Oui, c'est ça. Oui. Donc du coup, tout ça, tu vois, tout ce qui est plaisir, je l'enlève de l'agenda. Et là, tu fais le point sur le temps de travail effectif réel et tu te rends compte du coup de ce que tu as vraiment fait, tu vois. Donc moi, ça me Mhm. permet en effet d'évaluer par client selon ce que j'ai facturé, si j'ai été rentable ou pas. Mais aussi d'évaluer du coup sur la partie Claire No Code plus classique, bah, du coup combien de temps je passe à la création de contenu, combien de temps je passe à la partie formation. Et typiquement, tu vois, on s'est rendu compte, moi j'adore le montage vidéo. Donc je faisais mes montages vidéo toute seule jusqu'à il y a encore janvier, tu vois, février, parce que c'était un truc que j'adorais. Et puis je disais tout le temps à mon équipe, non mais ça va, ça me prend 4 heures de faire un montage, je peux bien le faire toute seule. Et quand on a mis cette app en place, je me suis Tu t'es rendu rendu compte compte que c'était combien? que c'était pas du tout 4 heures. On était plutôt proche des 10 heures et que, honnêtement, là où j'en suis, ça n'a aucun sens. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ça n'a aucun Oui. sens. Et que, en vrai, il vaudrait mieux que je m'entoure d'un mondeur et du coup, que j'ai trouvé qui est trop cool, qui arrive à prendre mon ADN et à m'aider à faire exactement, voire mieux que ce qu'on faisait avant, mais sans que ça me prenne 10 heures, en fait. OK, noted. Fait que timing, Voilà. un truc que tu automatiserais jamais, même sous la torture. Bah, la création de contenu. Parce que Jamais. non, franchement, j'aime trop le faire. C'est ce que je fais pour le kiff. Voilà, donc Mhm. non. Non. On n'automatise pas ça. Ton Non. automatisation, l'automatisation que tu as créée qui était la plus inutile, qui t'a fait perdre 3 heures de ta vie. Bah, j'ai plein d'exemples de trucs que j'ai fait pour des clients qui n'ont pas utilisé. Écoute, je t'en prends un ou deux si tu veux, là. Alors, attends. Ah, une fois pour un client, mais c'est pas ouf, hein. Mais j'ai passé genre bien une journée à bosser sur une automatisation pour faire remonter toutes les stats de toutes les plateformes, YouTube, Twitch, Instagram, LinkedIn, Twitter, tout ce que tu veux. La condition était pas simple, il fallait que je sois capable de remonter des stats de comptes externes, genre pas les tiens, ceux d'autres personnes. C'est la OK. complexité du truc. Et OK. j'y ai vraiment passé genre la journée. J'ai galéré, j'ai réussi non sans difficulté après avoir contacté genre le service de méta et tout, tu vois, développeur. Et à la fin, genre je leur montre et tout, ils étaient en mode non, bah finalement c'était pas si utile vu comme c'est complexe à faire. Et j'étais là, ah mais top. Oh mon Dieu. Mais en fait, est-ce que l'inutilité d'une automatisation est 100% basée si on l'utilise ou pas? Bah, je trouve que c'est un bon Tout simplement. critère. Et en même temps, ça m'a bien appris pas mal de choses, cette automatisation, parce que du coup, j'ai découvert plein d'API que je connaissais pas et ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Tu vois, moi, j'adore les projets qui marchent pas du premier coup et qui m'obligent à trouver un moyen détourné pour atteindre mon objectif, tu vois. Ça m'excite. C'est une excellente qualité. Non, C'est mais génial. ça m'excite parce que je me dis, OK, il y a un problème, ça va être génial, on va bien s'amuser. Et là, Right. ce projet, c'était sympa pour ça, tu vois. Mhm. Donc, une automatisation inutile qui me prendrait 3 minutes à faire, je l'aurais oublié, tu vois. Right. Mais celle-là m'avait pris beaucoup de temps. Donc, je dirais quand même inutile. Ah, c'est terrible, c'est brise-cœur. Écoute, une dernière. Quand tu interviens dans une business, c'est quoi les 3 trucs évidents que tu vas spotter en 10 minutes, mais que la CEO voit même pas parce que le nez dedans? Hum. Souvent. Souvent, c'est des problèmes de communication, Ah, déjà. OK. Ouais, parce que... Entre les membres? ouais, ouais, ouais.
OK. En fait, souvent, je dis tout le temps, moi, quand j'interviens dans une boîte, je crée des solutions techniques pour résoudre des problèmes humains. Et donc, non mais c'est vrai. Et donc, C'est bien dit. ouais. Et donc, quand je passe la journée avec eux, les moments où j'apprends le plus, c'est ceux que j'oblige dans mon audit, où le matin déjà, on fait 30 minutes de petit-déj avec toute l'équipe pour commencer à créer le lien de confiance. Et surtout le midi, je déjeune avec toute l'équipe. Et Mhm. donc, j'ai souvent cette petite phrase genre où je dis ouais, ça fait longtemps que j'accompagne des boîtes et à chaque fois, ils se font appel à moi parce que il vient d'arriver quelque chose dans la vie de leur entreprise qui fait qu'ils sont au pied du mur, ils n'ont pas le choix que de créer la solution technique qui va résoudre le problème humain. Et je dis le départ d'un cofondateur, une levée de fonds qui va amener une vague de recrutement massive et donc faut tout structurer. Enfin voilà, il y a toujours une raison humaine derrière ma venue. Et en général, dans l'équipe, And then il y you a get the quelqu'un, tea. voilà, exactement. Il y a quelqu'un qui parle et qui me dit, oh, mais nous aussi, en fait. Et du coup, j'arrive à savoir ce qui se passe. Et tant que t'as pas su pourquoi t'es là pour de vrai, parce qu'en vrai, personne t'appelle pour faire un espace Notion. Hein. Enfin, Oui, je comprends. Je comprends. tu vois. C'est pas urgent. C'est Non, pas une nécessité. voilà. Oui. Et ils t'appellent parce que l'espace Notion qu'ils ont est en bordel, parce que le cofondateur est parti il y a 2 ans et que depuis, personne ne sait comment il fonctionne et que c'est devenu Oui. un monstre. Et Oui. du coup, quand tu comprends tout ça, et puis souvent aussi, c'est garder les talents, parce que ça vient des équipes les demandes, en mode, on n'en peut plus de bosser dans ce bordel, en fait. Donc, c'est un enjeu Oui. RH. Et là, Aussi. c'est assez coûteux pour le CEO pour qu'il fasse appel à toi. Je comprends. Il va Ouais. perdre des membres potentiellement pour le Donc, chaos puis la voilà. communication interne. Donc, la première chose que je dois comprendre, c'est où est-ce qu'il y a eu un problème dans la boîte et problème de communication. Parce que souvent, en fait, moi, si je prends le temps avec chaque équipe de les écouter, c'est pour réussir à transmettre au CEO tout ce qu'ils n'arrivent pas à leur dire, à lui dire. Mm. Mm. En mode, non, mais ça fait 6 mois qu'on lui dit que ce CRM, il est pourri, en fait. Fait que t'es genre l'émissaire En envoyé fait, par la team pour aller parler au ouais, CEO qui veut rien entendre. c'est ça. Mais en fait, en vrai, le CEO lui-même fait appel à moi. Tu vois, c'est le CEO qui fait appel à moi et qui sait qu'il y a Oui. eu rupture de dialogue avec ses équipes et que, bon, parfois c'est pas aussi violent, mais souvent ça l'est quand même pour que il fasse appel à moi. Et moi, mon taf, c'est un peu de remettre tout le monde au même niveau. Dans le sens tout le monde arrive à partager les infos avec liberté, etc. Et donc, bah, Notion, moi, je trouve qu'il aide beaucoup là-dedans, parce qu'en fait, comme c'est un espace de centralisation de l'information, il n'y a plus de ah, mais on l'avait dit sur Slack et t'as oublié, t'as fait de la merde. Enfin, tu vois, ça, tu vois, on met en Mhm. place des règles pour qu'il n'y ait plus de quiproquo, parce que 2 personnes qui s'entendent pas, c'est juste 2 personnes qui n'ont pas réussi à se comprendre, tu vois. Je comprends. Euh, personne se déteste par nature, genre. Tout le monde peut réussir à collaborer. Voilà. Ben, 100%. Puis effectivement, le fait, comme tu as mentionné, le fait de centraliser Mm. les informations, les processus d'équipe au même endroit, qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, sur quoi est-ce qu'on travaille en ce moment, Exactement. va probablement à la base régler Ouais, beaucoup de choses. Puis après ça, évidemment, on peut optimiser, mais il y a des problématiques puis optimisations quand même qui sont un peu différentes. c'est ça. Claire, un énorme merci d'être venue Merci à parler avec toi. moi d'optimisation aussi. Je pense que ça va inciter les gens à faire justement cet audit-là, cette espèce d'introspection de qu'est-ce que je fais que je devrais pas faire, qu'est-ce que j'automatise que je devrais pas, Ouais. comment analyser. Fait que je pense que cette discussion-là a été super riche pour que les gens puissent continuer de te suivre, te découvrir. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur Internet? Surtout sur YouTube. YouTube, c'est vraiment Surtout sur ma YouTube. plateforme de prédilection. J'adore YouTube. Après, je publie un petit peu sur Instagram. J'ai un projet où j'aimerais faire plus de réel, parce que la vidéo, encore une fois, ma passion. LinkedIn, j'ai publié longtemps, mais je dois reconnaître que je ne suis plus aussi amoureuse de la plateforme qu'avant, donc je publie de moins en moins, voire plus. Mais de temps en temps, un peu, je me réveille, mais bon, c'est très rare. Donc, si tu veux tout, tu vas sur mon site, et j'ai un podcast aussi d'ailleurs, dans lequel, alors, podcast, enfin, je n'ai pas d'invité, ou c'est très rare, c'est un peu un journal intime de mes contenus, quoi, de genre qu'est-ce qui se passe dans mon business. Et pour le coup, tu peux retrouver aussi tous les épisodes sur YouTube, la même chaîne, donc tout est sur YouTube. YouTube, le top pour me retrouver.
Mais de Voilà. toute façon, aussi au niveau de ton sujet, ça peut être assez visuel aussi. Fait que je pense que c'est un Ouais, bon médium pour ça. C'est moi quoi le nom de ton j'adore. podcast pour que les gens puissent chercher? Entrepreneuse sans succès. J'adore. C'est délicieux. J'adore. Donc, pour toi qui écoutes, si tu veux retrouver tous ces liens-là pour aller retrouver Claire sur Internet, tu peux retrouver tout ça dans les notes de l'épisode sur Spotify ou sur Apple Podcast ou retrouver ça directement dans l'application. Puis si tu as aimé l'entrevue, bien évidemment, partage ça dans tes stories ou n'importe où est-ce que tu veux partager ça. Mais sur Instagram, tu peux nous taguer Geneviève Gouin pour mon compte et le compte de Claire, no code, tout ensemble, pour nous Yes. dire c'est quoi la chose que tu retiens de notre discussion. Claire, un énorme merci d'être passée Merci à sur toi, c'était Effronté. trop Merci pour ton cool. temps. Merci. Guys, Bonne on se reparle la journée. semaine prochaine. Bye là! Bye.